La leptine. On pense tous savoir plus ou moins ce que c'est, non? L'hormone qui dit à notre cerveau « Stop, on a assez mangé ». Mais et si la réalité était bien plus complexe et franchement bien plus fascinante que ça? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà l'image d'Épinal. Quand on parle de leptine, la première chose qui vient à l'esprit, c'est ça. L'hormone de la satiété. L'interrupteur qui coupe la faim. C'est simple, c'est direct et c'est l'idée que presque tout le monde a en tête. Sauf que cette vision des choses, c'est juste la pointe de l'iceberg. En vérité, son rôle va bien au-delà. Il est beaucoup plus profond, plus global, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Du coup, la question qu'on doit se poser est simple. À quoi sert-elle vraiment? C'est quoi son vrai job dans notre corps? C'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La première chose et la plus importante à comprendre, c'est qu'il faut voir la leptine non pas comme un signal de faim, mais comme un signal d'énergie. Pour faire simple, la leptine est produite par nos cellules graisseuses. C'est de là qu'elle part. Elle voyage ensuite dans le sang jusqu'au cerveau pour délivrer un message à une zone bien précise qui est notre centre de contrôle, l'hypothalamus. Et voilà, on y est. Le point absolument crucial, c'est celui-ci. Le travail fondamental de la leptine, c'est d'être un indicateur. Elle dit au cerveau, voilà où on en est niveau stocks d'énergie. C'est en quelque sorte la jauge de carburant de notre corps. Ce qui veut dire qu'elle ne crie pas au cerveau « arrête de manger ce repas maintenant ». Non, son message est plus subtil, plus long-termiste. Elle dit plutôt « globalement, sur les derniers jours, les dernières semaines, nos réserves sont bonnes ». Ou au contraire « attention, ça fait un moment que nos réserves diminuent ». C'est un peu le bulletin météo de notre énergie, pas un flash info. D'accord, donc on a une jauge de carburant. Mais qu'est-ce qui fait monter ou descendre l'aiguille de cette fameuse jauge? Ce tableau, il est très clair là-dessus. D'un côté, si on mange moins, si on perd de la masse grasse, bref, si le corps est en déficit d'énergie sur la durée, le niveau de leptine chute. Logique. De l'autre côté, quand on a un apport énergétique suffisant et des réserves stables, le niveau augmente. La jauge reflète bien l'état de nos stocks. Et ce qui prouve bien son rôle de régulateur de fond, c'est que son niveau ne fait pas le yo-yo d'un repas à l'autre. Sa concentration est plutôt stable au jour le jour, ce qui en fait un signal de confiance pour le cerveau sur le long terme. Ok, maintenant qu'on a compris comment fonctionne ce signal, voyons un peu l'impact qu'il a concrètement sur l'ensemble du corps. Parce que ces effets vont bien au-delà de la simple sensation de faim. Alors, comment ça marche? Quand le niveau de leptine est suffisant, ça envoie un message au cerveau qui va réduire la tendance biologique, presque inconsciente, à chercher de la nourriture. Ça ne joue pas sur la volonté, mais sur nos pulsions. Et en même temps, ça signale au corps qu'il a assez de carburant pour maintenir un métabolisme de repos normal. En gros, elle donne le feu vert énergétique. A l'inverse, un niveau de leptine bas, c'est une sirène d'alarme. C'est le signal qui dit au corps « attention, on fonctionne sur la réserve et ça fait un moment que ça dure ». Et cette alarme, elle a des conséquences bien réelles. Le corps, pour survivre, va se mettre en mode économie d'énergie. Il va donc ralentir ou mettre en pause des systèmes qui coûtent cher en énergie, mais ne sont pas vitaux à court terme. On parle de la fonction reproductrice, de la fonction thyroïdienne, ce qui peut entraîner des perturbations hormonales assez sérieuses. D'accord, mais pour celles et ceux qui s'entraînent beaucoup, comment ça se passe? Quelle est l'interaction entre la leptine et l'activité physique? C'est une question hyper importante. Là, il faut vraiment distinguer le court terme du long terme. Juste après une grosse séance de sport, on peut avoir une petite hausse temporaire de leptine. C'est ce qui peut expliquer qu'on n'a pas faim tout de suite après l'effort. Mais sur la durée, ce n'est pas l'entraînement lui-même qui fixe le niveau de leptine. C'est toujours et encore la balance énergétique globale, ce qu'on mange par rapport à ce qu'on dépense au total. Ce qui veut dire que pour une personne qui s'entraîne dur, tout en étant en déficit calorique prolongé, la chute de la leptine est inévitable. Et les conséquences sont directes. Une plus grande fatigue, une récupération qui se fait moins bien, et bien sûr le risque des perturbations hormonales dont on vient de parler. Allez, on résume pour que tout soit bien clair. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est que la leptine est le grand chef d'orchestre de notre énergie sur le long terme. En bref, la leptine, c'est notre baromètre énergétique. Son niveau dépend de deux choses, nos réserves de graisse et nos apports caloriques. Et c'est ce niveau qui va dire au reste du corps comment s'adapter, que ce soit au niveau hormonal ou métabolique, pour les semaines et les mois à venir. Tout ceci nous amène à une dernière réflexion, qui est peut-être la plus importante. Si on arrête de voir la leptine comme un simple coupe-faim, et qu'on la voit pour ce qu'elle est vraiment, une jauge de carburant pour le long terme, en quoi cela pourrait-il transformer notre approche de la nutrition, de l'entraînement et même de notre santé en général? C'est une question qui, potentiellement, change tout.